Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer le cas de Ruben Amorim à Manchester United. Donc c'est un peu le gros dossier du moment et franchement c'est un entraîneur que j'ai eu la chance de beaucoup regarder. J'ai regardé beaucoup, notamment cet été, du côté de Lisbonne au Sporting, vu que j'ai eu la chance d'aller à Lisbonne cet été. Donc j'ai pris des places pour aller le voir vraiment en vrai au stade et tout. Et c'est vrai que vu du stade, c'est encore plus impressionnant qu'en vrai, parce que c'est un entraîneur qui est tout simplement exceptionnel, qui propose un jeu avec son équipe très très bon. C'était déjà le cas du côté de Braga. Avant qu'il aille au Sporting, il y restait 4 ans et puis là il va aller du côté de United. Avant que la vidéo commence réellement, n'hésite pas à partager, à t'abonner, à liker et à commenter si jamais je voulais dire des choses sur United ou sur le Sporting, parce que encore une fois je suis supporter lyonnais, je ne suis pas supporter des deux équipes dont je vais parler aujourd'hui. Donc Ten Hag, il a été remercié de United suite à son match assez catastrophique face à West Ham, une défaite 2-1, et finalement ça met fin à 2 ans et quelques de matchs qui ont été grosso modo décevants. Il n'aura jamais réussi à imposer sa patte totalement à United, même si la première saison n'est pas catastrophique. Ils finissent 3e avec 75 points, 1,97 points par match. La deuxième saison en 2023-2024, donc la saison dernière, ils finissent 8e de Première Ligue avec 60 points, soit 1,57 par match, donc c'est 0,42 moins que l'an passé. Déjà qu'un 97 pour United, c'est pas incroyable, mais ça va encore. Mais un 57, c'est pas bon. Et puis là, 14e de Première Ligue avec seulement 11 points en 9 journées, soit 1,22 points par match. C'est compliqué. En 2022-2023, première saison, des défaites quand même assez lourdes. 4-0 face à Brentford, 6-3 face à City. Non, ce n'est pas un score de tennis, je précise. 7-0 face à Liverpool qui fait très mal. Et évidemment le 3-0 face à Séville en Europa League. Tu me diras, Séville, ils sont habitués à gagner tous les ans l'Europa League, même si c'est pas vrai. Ça n'a pas été vrai l'an dernier, vu que c'est l'Atalanta qui l'a pris. Mais ouais, c'est quand même compliqué, malgré les bons résultats en championnat avec une 3e place. En 2023-2024, c'est pareil, une défaite 3-2 face à la Galatasaray en Ligue des Champions, 3-0 face à City, 4-3 face à Copenhague, 3-0 face à Bournemouth, et enfin 4-0 face à Crystal Palace. Donc c'est quand même des défaites, comme dirait quelqu'un à l'OL, qui ne sont pas anodines. Et puis en 2024-2025, encore des grosses défaites, 3-0 face à Liverpool, 3-0 face à Tottenham qui est pas incroyable en plus, et puis le coup de grâce 2-1 face à West Ham. C'est vrai que j'ai voulu la mettre celle-là parce que c'est quand même un peu la défaite de trop, avec finalement le board mancunien qui décide de limoger Ten Hag. Et je trouve, moi personnellement, après c'est que mon avis, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais en tout cas je trouve qu'on a été trop patient, que le board mancunien était trop patient avec Ten Hag. Pour moi, il aurait fallu le limoger bien avant. Moi je l'aurais limogé en début d'été, avant le mercato personnellement, mais bon, ça ne tenait qu'à moi, parce que là tu le vires en pleine saison, et pour moi t'es un peu dans l'urgence. Là t'as le match face à Chelsea qui arrive ce week-end. T'as pas le temps de remplacer vraiment correctement ton effectif. Et puis il faut du temps, quoi, tout simplement pour Ruben Amorim de connaître ses joueurs. Donc évidemment le match face à Chelsea ce week-end, il va être assez compliqué. Mais voilà, c'est vrai que moi en tout cas je suis pas fan de le voir arriver comme ça en cours de saison, en mode un peu pompier de service, même si c'est pas trop le cas, parce qu'on sait qu'United va selon toute vraisemblance se maintenir, mais voilà. Donc Ruben Amorim, lui, c'est un entraîneur qui a 39 ans, il va arriver pour remplacer Erik ten Hag. Donc c'est vrai que c'est un pari qui peut être assez risqué quand on sait que Ruben Amorim prône certes un jeu offensif, mais il n'a pas beaucoup d'expérience non plus. Il a fait une expérience à Braga qui s'est très bien passé avec je crois une moyenne de 2,30 points par match et seulement 13 matchs, parce qu'il a gagné contre Porto, contre Benfica et contre le Sporting, donc les 3 gros. Il va au Sporting direct après, et là il fait du super boulot. Sporting, il fait progresser des mecs comme Nuno Mendes, comme Matheus Nunes, vraiment des bons joueurs qui vont se retrouver dans des gros clubs par la suite. Évidemment j'en oublie, je les connais pas tous, mais voilà, il remporte un titre après 19 ans. Sans titre, sans trophée pour le Sporting. Il gagne le championnat en 2020 et en 2023, 2024, 2021 et 2023, 2024. Donc quand même 19 ans de disette sans gagner le moindre trophée, ça fait quand même long. Donc forcément, il est vu comme un dieu du côté du Sporting. Je vais pas dire que c'est Cristiano Ronaldo, mais vous voyez un peu la comparaison. Et puis je voyais là sur les réseaux sociaux l'autre jour quelqu'un un supporter qui avait peut-être 70 ans et tout, il était vraiment triste et il pleurait devant la caméra tellement il aimait Ruben Amorim, mais
Ça montre à quel point il a été important du côté du Sporting. Et puis il a été ciblé par de grands clubs, hein. Je pense notamment à Liverpool qui le ciblait avant de prendre Arne Slot. Je pense notamment au FC Barcelone avant de prendre Hansi Flick. Et également au Bayern, donc c'est quand même des grosses écuries qui s'intéressent à lui, donc comme dirait l'autre, c'est pas anodin. Donc voilà pour le bilan concernant Ruben Amorim, donc c'est vrai que c'est un entraîneur qui prône un football assez offensif, un football moderne en 3-4-3. Donc pour bien comprendre la stratégie et la philosophie de jeu de Ruben Amorim, bon je vais vous faire un rapide résumé on va dire de la stratégie du plan de jeu de Ruben Amorim, donc 3-4-3 ou plutôt 3-4-2-1 au Sporting, vu qu'on va voir que les deux ailiers qui jouent en soutien de l'attaquant vont beaucoup plus jouer en tant que 10 qu'en tant que véritable ailier. Les ailiers qui sont davantage les pistons, on va le voir, mais c'est un style de jeu qui est très agréable à avoir joué, et encore une fois depuis le stade c'était incroyable, les relances des défenseurs, on va le voir, c'est assez incroyable. Donc je vous mets la compo sous les yeux. Donc on a Franco Israel en gardien de but, défense à 3, de base Diomandé au centre, Ignacio qui fait office de défenseur central gaucher relanceur. Les pistons sont Katamo et Santos. Bon, pour l'instant c'est cette équipe là en gros qui était titulaire, hein. Donc, double pivot ultra polyvalent avec Morita qui occupe plus le rôle de numéro 8, Yulmand qui occupe plus le rôle de numéro 6. Avec un Capitana qui est tout simplement mérité, il s'est imposé vraiment très rapidement. Il était venu de l'Italie, je crois, et de Bologne, si je ne dis pas de bêtises, ou non, plutôt de Lecce, pardon. Et puis, les deux, entre guillemets, numéro 10 ou ailier comme vous voulez, Goncalves et Trincão, pour évidemment l'inévitable Gyökeres, qui est le serial buteur du Sporting. Donc voilà, une équipe qui est quand même assez équilibrée, avec Katamo et Santos qui sont vraiment des pistons ultra offensifs. Est-ce qu'il y aura ça du côté d'United? On le verra tout à l'heure. Et des trois Golgoth, on va dire, en défense centrale, que sont Ignacio, Diomandé et de base. Diomandé qui est super puissant physiquement et qui techniquement n'est pas dégoûtant, il est très polyvalent. Ignacio, défensivement c'est quand même pas mal, mais c'est surtout à la relance qu'on va l'utiliser. Et puis de base c'est plutôt également un DC relanceur qui a quand même pas mal de difficultés, notamment sur ce début de saison. Il est arrivé cet été, voilà, mais je trouve que c'est quand même un superbe trio de défenseurs. Le double pivot est très bon, Goncalves et Trincão, tantôt ailier, tantôt numéro 10, et puis Gyökeres évidemment exceptionnel, sans oublier Goncalves qui est également très bon. Donc pour bien comprendre le schéma de jeu du Sporting, je vous mets le premier screen à l'écran, enfin en tout cas la première image, où on a finalement une ligne de 3, mais qui ne va pas être composée des 3 défenseurs, qui va être composée de 2 défenseurs, donc de Bast et Ignacio qui sont respectivement les défenseurs centrales gauchers et droitiers. Et puis Franco Israel qui va venir s'incorporer dans la ligne de 3 à la relance. Ça c'est un truc qui est vraiment typique de Ruben Amorim et de son équipe. Et donc le numéro 6 il va être occupé, le poste de sentinelle, par Ousmane Diomandé qui va monter un peu plus, ou tantôt Gonzalo Ignacio, même si Ignacio va plus être mis pour la relance. Morita qui va occuper plus le rôle de numéro 8, je l'ai mis un poil plus haut, j'aurais même dû peut-être sûrement le mettre encore plus haut. Yulmand qui va rester en tant que 6, bon, qui va pouvoir un peu se projeter en tant que 8, mais voilà, c'est beaucoup plus un 6 qui va veiller au grain. Et puis les deux numéros 10, Goncalves, Trincão pour Gyökeres au centre. Et puis là on voit quelque chose qui est assez frappant, bon je sais pas si ça se voit vraiment sur mon schéma, mais on va avoir vraiment la volonté du Sporting d'attirer le bloc adverse pour laisser un grand espace libre que pourront occuper Goncalves et Trincão. Finalement, c'est un peu l'un des schémas de jeu qui ressemble à Roberto De Zerbi. Là, Roberto De Zerbi met une défense à 4, alors que là, il y a une défense à 3. Mais voilà, ça fait vraiment partie de cette philosophie de jeu d'entraîneur moderne qui prône un football offensif avec beaucoup de verticalité. Et une débauche physique et une grande débauche d'énergie assez importante. Bon, et puis maintenant, ce qui vous intéresse évidemment, c'est la phase offensive, c'est la phase avec ballon quand on s'approche vers la surface. Là, les 3 défenseurs, ils reprennent leur place. T'as Morten Yulmand qui va rester un peu plus en retrait pour veiller au grain, auquel cas il y a une contre-attaque pour aider justement les 3 défenseurs centraux. T'as Morita qui va un peu plus se projeter en tant que numéro 8, et puis tu vas avoir cette ligne de 4 ou cette ligne de 2 derrière l'attaquant, et pour laisser les pistons libres vraiment de leur mouvement. Et puis tu vas avoir cette fameuse ligne de 4 avec les pistons qui vont pour le coup être quasiment des ailiers. Et puis ça me fait penser un peu cette ligne de 4 à la philosophie de jeu de Paulo Fonseca qui est parti maintenant du côté de Milan, mais c'est vrai que quand il imposait cette défense à 3, on voyait souvent cette ligne de 4
juste devant la surface pour finalement mettre le maximum de danger offensivement dans la surface. Et puis cette défense qui finalement à 3 avec une man devant, donc limite à 4, même si c'est pas vraiment une défense à 4, enfin, vous l'avez compris. Mais voilà, pour veiller au grain, et ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les entraîneurs prenant un football moderne, et puis évidemment Gyökeres dans la surface de réparation. Donc ce qui est intéressant avec ce schéma de jeu là, c'est que, bon, certes, là j'ai mis Gyökeres en avant-centre, mais Gyökeres il va également pouvoir participer au jeu. Et ce qui fait la force finalement de ce système, c'est que tu vas avoir des mouvements perpétuels entre Gyökeres, Trincaron et Gonçalves, où tu vas avoir du coup Gonçalves tantôt numéro 9, Gyökeres numéro 9, ou Trincaron numéro 9, bref, ça va alterner. Et c'est des joueurs qui vont savoir faire le jeu, même si Gyökeres ça va être un peu moins le cas. Mais on va avoir souvent cette alternance dans le trio, qui vont vraiment alterner entre le poste de numéro 9 et de numéro 10, et c'est ça qui va créer un maximum d'incertitude. Et puis finalement tu auras ce double pivot qui sera jamais très loin, auquel cas il y a une contre-attaque, et pour faire un pressing finalement assez haut, déjà qui va être initié par Gyökeres et également par le double pivot et Trincaron et Gonçalves. Bon, alors maintenant qu'on a vu le style de jeu de Ruben Amorim, on va voir s'il va pouvoir imposer ce style de jeu là à United, et est-ce que finalement le 3-4-3 c'est le bon système pour United, ou il aurait fallu mettre un autre système tout simplement. Donc tout d'abord, je vous mets ce à quoi pourrait ressembler le 11 de départ de Manchester United sous les yeux. Donc défense à 3, bon évidemment Onana au but, mais ça je le précise pas. Donc défense à 3, donc Yoro, De Ligt, Martinez, bon bah là ça me semble assez logique. Yoro qui pourrait un peu plus s'occuper le rôle de Zeno de Bas, où il y a deux profils assez complémentaires, je trouve, similaires, avec un Yoro qui est assez grand, De Bas c'est pareil, ils sont assez à l'aise techniquement, même si De Bas pour moi est plus à l'aise techniquement, très grand, donc dominant dans le domaine aérien. De Ligt qui ressemble pas mal je trouve à Diomandé, et puis Martinez, finalement c'est Gonzalo Ignacio, mais en plus petit et en plus technique, qui est ce fameux DC relanceur gaucher. En piston j'ai décidé de mettre Garnacho, bon. Là, c'est vrai que les pistons, ça me pose vraiment problème. Pourquoi? Parce que t'as pas vraiment de piston gauche à proprement parler qui savent à peu près défendre, mais également attaquer. Garnacho, on sait tous que c'est un ailier gauche, qui est pas trop un piston, je le mets là, mais bon, je mettrais plutôt Malacia si jamais il était en forme, même si vous allez me dire attention, t'es un terroriste, tu mets Malacia, mais il est éclaté depuis qu'il est venu chez nous, une grosse crise de confiance et tout. Mais je pense qu'à l'instant T, c'est le profil de joueur qui serait le plus adapté. Donc voilà, je mets Garnacho évidemment parce que en termes de dynamique, il est bien plus au-dessus. Je mets Mazraoui en tant que piston droit. Alors j'hésite entre Mazraoui et Dalot. Peut-être même plus Dalot, mais voilà, c'est vrai que c'est pas non plus des latéraux qui sont faits pour être piston. Pour moi, c'est plus des latéraux qui seraient limite plus à l'aise dans une défense à 3 en tant que central droit ou central gaucher pour le piston gauche. Le double pivot, je mets Mainoo évidemment 8 qui occupera un peu plus le rôle qu'a Morita au Sporting. Et puis dans le rôle du monde, il y a Manuel Ugarte finalement qui retrouve Ruben Amorim parce qu'il était au Sporting quand Ruben Amorim est arrivé notamment. Et puis en soutien de l'attaquant, alors le premier Bruno Fernandes, alors là pas de problème. Honnêtement, c'est le rôle parfait pour lui, c'est le poste parfait pour moi, parce qu'il n'a pas les retours défensifs à faire, ou en tout cas pas trop. Mais par contre, Joshua Zirkzee, tu peux le mettre là, mais j'allais pas mettre Anthony, parce que en ce moment, voilà, Anthony, c'est fini quasiment avec United. Zirkzee, je le mets, mais voilà, c'est vrai que je mets pas Amad Diallo non plus, parce que c'est un jeune et que c'est un peu risqué de mettre un jeune, donc je mets finalement Joshua Zirkzee, et puis j'aurais pu mettre Mason Mount, oui, c'est vrai. Mais voilà, je préfère Joshua Zirkzee qui peut très bien jouer à ce poste-là, même si voilà, ça m'embête un peu de le mettre là parce que c'est pas son poste de prédilection. Puis je mets Rasmus Højlund, je sais pas comment vous le prononcez, en tant que numéro 9. Voilà, je pense que c'est une équipe qui est assez équilibrée, plus défensive qu'offensive. Voilà, je pense qu'il faudra recruter des vrais pistons pour que l'équipe elle soit la plus efficace possible finalement, parce que j'ai du mal à voir Mazraoui finalement apporter un danger perpétuel et se projeter finalement comme des pistons, où tu peux avoir finalement les deux numéros 10 qui peuvent trouver à la fois le numéro 9. Et chose que j'ai oublié de vous dire également dans l'analyse tactique, c'est que finalement les pistons ils vont avoir un rôle crucial dans le système d'Amorim, parce qu'ils vont être tantôt ailiers, tantôt défenseurs, et ils vont être ailiers, et donc quand ils vont être ailiers plutôt, ils vont réussir à apporter ce danger permanent finalement pour l'adversaire, et c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que s'ils n'apportent pas ce danger et cette possibilité pour qu'ils puissent entrer pour le numéro 9, et finalement le jeu va être finalement stéréotypé avec des numéros 10 qui feront que trouver leur numéro 9, donc c'est vrai que ça risque d'être assez compliqué. Donc voilà les amis, ça approche déjà à la fin de cette vidéo. Donc en conclusion,
Ce qu'on pourrait dire, c'est que oui, dans tout ce qui est projet de jeu et verticalité, profil moderne, entraîneur moderne, oui, ça fait rêver Amorim. Après, maintenant, avec l'effectif qu'il a sous la main, bon, évidemment, il y a du beau monde, hein, mais maintenant, avec l'effectif qu'il a sous la main, je dis pas que c'est un mauvais coup, hein, loin de là, attention, je dis juste que c'est un coup risqué et qu'il a pas forcément les pistons adéquats, les joueurs adéquats pour les mettre en tant que piston, pour en tirer un maximum d'efficacité. Voilà, j'attends de voir. En tout cas, je suis assez hypé de voir, notamment au milieu de terrain avec Ugarte Maino, ce que ça peut faire, parce que on sait que Ruben Amorim, il développe pas mal de jeunes joueurs. Je pense notamment à Nuno Mendes, Ugarte qu'il a développé également, et puis j'en passe, Matheus Nunes évidemment. Et voilà, je suis assez hypé de voir ce que peut réserver le United de Ruben Amorim. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo. Puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt la team!